Juste quelques mots pour vous introduire. Donc, on parle beaucoup de vous dans les médias et vous parlez également pas mal dans les médias. Vous avez créé et animé le programme Le Bonheur selon Julia sur France 5. Vous animez une chronique philo sur BFM Business et surtout, vous avez publié de nombreux livres comme Coup de philo sur les idées reçues, Socrate au pays des process et récemment, l'année dernière, la comédie inhumaine que vous avez co-rédigée avec Nicolas Bouzou. Donc, je vous laisse faire maintenant votre présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être le fil rouge et puis très intimidée aussi parce que ce n'est pas un sujet facile, c'est un sujet où on met beaucoup d'affect. Et donc, être philosophe sur ce sujet, c'est toujours un petit peu compliqué. Si je pars de ce que j'observe depuis ce matin, j'observe un énorme contraste finalement entre, et c'est ce qui ressort, c'est ce que vous avez tous à peu près dit, entre d'un côté les critiques acrimonieuses, le EHPAD bashing dont vous avez parlé, des critiques acerbes, astringentes, et je me souviens des émissions, j'ai lu plusieurs livres en préparant ce congrès, et effectivement c'est très virulent. Et puis de l'autre, votre parti, d'une certaine façon, excessivement, qui a un discours positif, qui veut positiver les choses, et à juste titre sans doute. Mais il y a un contraste énorme entre ces critiques fortes et puis le discours que les professionnels peuvent parfois tenir, un discours qui peut paraître angélique pour ceux qui ne sont pas dans le métier, qui peut paraître édulcoré et qui a tendance à mettre un peu de soupline sur une réalité souvent rêche quand on la vit de l'intérieur. Et vous avez parlé de redonner de la confiance, effectivement, et donc d'un plan de communication qui fasse front aux critiques et des plans d'évaluation, etc. Pour donner de la confiance, je pense que tout cela, et j'ose émettre des hypothèses aujourd'hui, quitte à être confrontée vraiment, hein, je ne prétends pas dire la vérité, je pense que la communication ne suffit pas. Dire nous, on fait tout très bien, ou on fait au mieux, en tout cas on fait bien, et les journalistes à côté qui vous disent et qui vous décrivent et qui vous décrivent une réalité, le match va être assez stérile. Le toutourianisme n'est jamais très bon. L'évaluation, bien sûr que c'est nécessaire, et je ne vais pas du tout contredire ça. Néanmoins, parfois, l'évaluation passe à côté du plus essentiel. On peut le voir dans d'autres domaines que le grand âge. Quand on évalue un professionnel en entreprise, parfois on passe complètement à côté de lui parce que ce sont des critères quantitatifs et l'homme n'est pas que quantitatif, n'est pas que rationnel. Il y a beaucoup de choses qui passent et qui vont au-delà des critères et des évaluations et je vais en donner quelques exemples tout à l'heure. Mais néanmoins, c'est nécessaire mais pas suffisant. Le remède, et je trouve que pour donner confiance, il faut dire le réel. Et donc je disais, d'un côté, aujourd'hui, on entend des mots assez doux, assez positifs du côté professionnel. J'entends parler de grand âge et autonomie. Autonomie, évidemment, que c'est un mot très positif, qui, avec grand âge, me semble parfois être un oxymore. Grand âge me semble être remplacé aujourd'hui par bel âge. Peut-être qu'il y a une nuance, je ne sais pas, dans les tranches d'âge. Bel âge, c'est très difficile d'entendre ça pour l'opinion publique. Essayez de comprendre le point de vue de l'opinion publique. Bel âge, si on pense à la réalité des choses, être dans l'âge le plus avancé quand on est dans un EHPAD, c'est tout sauf le bel âge, pardonnez-moi, mais je n'ai pas du tout le point de vue des philosophes qui vont essayer d'enjoliver la réalité en disant « mais la vieillesse a ses vertus, la vieillesse a ses charmes ». On n'a pas l'âge de son corps, on a l'âge de ses idées, et tous ces beaux messages philosophiques que j'adore, bien sûr, qui font partie de la philosophie, mais je trouve que face aux problèmes et aux enjeux et aux challenges que vous avez à relever aujourd'hui, parler de la réalité plus crue, plus dure parfois, et un peu plus juste, me semble-t-il. Donc, j'ai entendu parler d'autonomie, de bel âge, de grand âge, de jovialité, de chaleur, quelqu'un juste à la table ronde précédente a dit « je n'aime pas le mot dépendance ». Oui, mais la réalité, c'est la dépendance, malgré tout, non ? J'ai du mal à entendre ce positivisme qu'on appelle en philosophie le nominalisme, c'est-à-dire qu'on veut positiver les mots en ayant l'impression de positiver les choses. Il y a une confusion entre les mots et les choses. Et je pense que dans l'opinion publique, c'est ce décalage parfois entre le discours tenu et la réalité vécue qui cause un énorme problème de compréhension, de justice et de justesse d'appréhension et de raisonnement. Encore une fois, ce n'est pas qu'un camp a raison et l'autre tort, mais je pense qu'il y a vraiment un décalage entre la réalité vécue et les mots pour la dire.
On n'entend jamais parler, et vous avez sans doute toutes les raisons de le faire, mais on n'entend jamais parler ce matin, depuis que je suis ce matin ici, de désespoir, de tragique, de pleurs, de chagrin, d'odeur, de laideur. C'est ça aussi la vieillesse, et c'est ça, quand on est confronté à un proche qui souffre ou qui est en EHPAD, c'est ça qu'on voit tout le temps. C'est un peu moins le bel âge, me semble-t-il. C'est pas du tout à charge, Là je parais un petit peu agressive et pas très gaie, mais pas du tout, c'est pour essayer de recadrer les choses et d'essayer de faire avancer les choses. Là, entre le nominalisme, ou dans le langage courant, ce qu'on appelle les bons sentiments, finalement, c'est ça, entre les bons sentiments, le nominalisme qui consiste à vouloir toujours édulcorer, positiver les choses, et la caricature noire, grinçante de l'autre, entre l'angélisme parfois et puis la caricature injuste de l'autre, il y a, me semble-t-il, la philosophie qui, si j'en donne une définition en tout cas qui est celle que j'apprécie et que je pratique, qui ose dire le réel, ça ne veut pas dire la vérité, je n'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas qui ose dire la réalité, qui ne fait qui n'échappe à aucun péril, qui ne fait l'économie d'aucun péril, que ce soit la souffrance, la douleur, le désespoir, le tragique, c'est ça, à un moment, avoir le sens du réel. Et je pense que la confiance ne peut revenir que par cette appréhension et juste de la réalité. Alors, ne pas nier le réel, pour moi, me semble essentiel dans votre secteur. Pourquoi ? Parce que c'est ne pas ajouter de la souffrance à la réalité tragique qu'est le secteur dont vous vous occupez. C'est pour moi le secteur, enfin pour nous tous, on n'a pas envie de se retrouver dans le bel âge quand même. Donc c'est quand même la période la plus tragique de l'existence. Et ne pas nier le réel, c'est au moins ne pas rajouter de la souffrance. Tout l'enjeu, me semble-t-il, pour la beauté de vos métiers, c'est de se dire comment ne pas abolir le tragique, on ne peut pas l'abolir, mais comment le dépasser néanmoins, comment améliorer un tout petit peu les choses en disant la réalité et en disant le tragique de l'existence. Je vais donner quelques exemples, je ne veux pas être trop longue, mais d'exemples de non-négation de la réalité. Donc qui s'oppose à l'angélisme et qui s'oppose à la caricature noire. Une sorte de justesse, de justice, de réalisme s'impose. Ne pas nier le réel, c'est oser dire, me semble-t-il, qu'aucun bonheur n'est possible dans un EHPAD. C'est vous ne rendrez pas Madame X ou Monsieur Y heureux en fin de vie. Souvent on entend ça quand on est client, qu'on amène un proche, un parent dans un EHPAD, mais votre maman sera très heureuse ici, votre papa sera très heureux ici. Non. Il va mourir ici, donc il ne va pas être heureux du tout. Moi, je ne vais pas être heureuse du tout. Mais vous voyez, dans notre société, il y a une mode bonheuriste qui consiste à devoir être heureux partout. Il faut être heureux dès l'enfance, il faut être heureux en entreprise, et je reparlerai au sujet de demain dans une conférence avec Nicolas Bouzou, il faut être heureux en entreprise, et maintenant il faut être heureux à l'EHPAD. C'est un petit peu compliqué, c'est pas le sujet me semble-t-il. Le bonheur est un état indéfinissable. Philosophiquement, ça fait 2500 ans que les philosophes essayent de définir le bonheur, ils n'y sont jamais parvenus. Pourquoi ? Parce que c'est indéfinissable, c'est-à-dire que c'est une eau qui épouse 1000 formes, mais qu'aucune forme n'épuise. Si je demande dans la salle quel serait votre bonheur demain, j'aurai autant de définitions de bonheur que de personnes dans la salle. C'est une affaire personnelle entre soi et soi-même, et c'est très prétentieux de prétendre, ce que ne font pas les EHPAD, je n'accuse pas ça, mais de prétendre pouvoir gérer le bien-être des individus ou le bonheur des individus. Laissons les gens être heureux. Je me méfie toujours des gens qui vous disent « fais ça, c'est pour ton bien ». En général, c'est toujours pour le sien. Donc, gérons notre petit bonheur. Ce qui n'empêche pas, quand je dis que le bonheur n'est pas le lieu de l'EHPAD, n'est pas le lieu de cette fin de vie, de ces services, de cette période tragique de l'existence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de joie possible. Et ce n'est pas qu'une affaire de mots et qu'une affaire de nuances subtiles philosophiques. C'est un changement de paradigme, un changement de pensée. La joie, si en 2 minutes j'essaye de la définir, j'utiliserai un philosophe qui l'a excessivement bien synthétisé, qui s'appelle Henri Bergson, que vous connaissez certainement. Et il nous dit « la joie », contrairement au bonheur qui est totalement impalpable, qui est un idéal difficilement atteignable, la joie est le signe que la vie a gagné, que la vie a réussi. C'est le signe de la vie. Ça veut dire que quand on éprouve de la joie, on n'est pas dans un état heureux, c'est pas tout à fait la même chose, mais on a le sentiment d'avoir mis en route, mis en énergie, mis en vie quelque chose. Pourquoi les parents ressentent de la joie vis-à-vis de leurs enfants ? C'est parce qu'ils ont mis en vie un être en vie.
Et on n'éprouve pas que du bonheur quand on a des enfants, vous le savez tous quand même, c'est pas quelle source d'angoisse aussi, mais c'est une source de joie incommensurable. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en route quelque chose. Un artisan a de la joie quand il façonne, qu'il fabrique quelque chose, il met en route quelque chose. Quand un chef d'entreprise éprouve de la joie quand il voit ses salariés travailler, etc. Donc la joie, c'est vraiment le signe que la vie a réussi. Et pour avoir le sentiment, pour éprouver de la joie, il faut avoir le sentiment d'agir, d'entreprendre, de mettre en route quelque chose. Or, c'est très difficile en EHPAD, quand on arrive à cet âge-là, de pouvoir avoir ce sentiment de mettre en route et d'agir et de créer un mouvement. Parce que bien souvent, et d'ailleurs il y a le label, enfin je sais pas, Humanitude, qui va dans ce sens-là, qui est formidable en ce sens, même si j'aime pas trop le mot, parce que dans Humanitude, j'entends finitude, on sait qu'on y va, mais enfin c'est pas la peine de nous l'indiquer, mais enfin ça va tout à fait dans cette logique de rendre actifs les plus âgés, les plus anciens, et ça c'est évidemment tout à l'honneur des EHPAD, à tout l'honneur de votre métier, d'essayer de maintenir le plus possible ce sentiment d'activité sans lequel aucune joie ne serait possible. Donc, et parfois, la souffrance arrive. Quand je disais c'est très ténu, vous avez des métiers excessivement subtils. C'est ça qui est très difficile. Et le problème, c'est que très souvent, on confond ce sentiment d'être actif, d'être acteur dans une activité, planter, faire des jardins, chanter, danser, tout ce que vous voulez. Et on confond le glissement est très ténu entre ce sentiment d'être actif, d'être l'auteur d'un mouvement, d'une énergie qu'on met en place, et puis de l'activité mécaniquement répétée. Et souvent, quand on arrive dans les EHPAD, c'est vrai, et qu'on voit nos parents, nos grands-parents, faire des activités, c'est-à-dire gigoter, applaudir quand l'accordéoniste ou le violoniste vient le mercredi après-midi pour chanter Édith Piaf ou Paris brûle-t-il. Là, on n'a plus du tout l'impression de voir nos parents agir. Ils sont spectateurs, ils sont sujets, ils sont soumis à une activité qu'il s'agit de répéter mécaniquement. Et c'est une cause de souffrance pour, évidemment, les familles. Donc vous avez beau tout faire quand on voit nos parents infantilisés comme ça, ou n'être que dans un cycle d'activité mécaniquement répétée, sans franchement de conscience d'être acteur de quelque chose, c'est une source énorme de souffrance et ça peut rajouter à la dimension déjà tragique, évidemment, de la période. Respecter dignement un client, puisque j'ai appris qu'on ne disait plus usager, mais un client, c'est faire en sorte qu'il ait cette possibilité d'action, ou sinon qu'il ait toujours le sentiment de l'être. Mais c'est très difficile et c'est très subtil, on y reviendra peut-être. Ne pas nier le réel, c'est oser dire que le temps n'est plus rien pour les personnes qui sont dans les EHPAD. Et très souvent, il y a un paradoxe parce qu'on vit, le temps se rétrécit comme une peau de chagrin pour les personnes qui souffrent et qui sont nos proches dans les EHPAD ou pour les gens qui vivent dans les EHPAD, les clients. Et puis le temps est absolument essentiel pour les professionnels de santé. Et donc, on arrive à un paradoxe inouï où il n'y a que le temps pratiquement le temps urge pour les professionnels et le temps n'est plus rien pour les clients. C'est-à-dire qu'à 11h, c'est la toilette, à 16h, c'est le goûter, à 17h, c'est le dîner, et on comprend toutes ces exigences-là, bien sûr. Néanmoins, ça semble parfois inadapté, et encore une fois, là, on flirte avec de la souffrance, mais qui n'est pas évaluable d'une certaine façon, parce que les personnes âgées n'ont plus de temps en tête, c'est-à-dire un temps fléché, un temps linéaire, un temps qui va vers un avenir. Ils sont très souvent dans une durée personnelle. Le temps et la durée, vous allez me dire que c'est la même chose. Pas du tout, c'est a priori l'inverse même. La durée, vous savez, c'est aussi Bergson qui définit ça, c'est un temps intérieur. La façon dont on vit un événement, si cette matinée vous paraît excessivement longue, c'est parce que vous avez une durée personnelle propre, parce qu'elle a duré, je ne sais plus, 3 heures pour tout le monde, mais les 3 heures paraissent 6 heures pour certains, les 3 heures paraissent 10 minutes pour d'autres, c'est ça la durée personnelle, et très souvent les personnes âgées, vous le savez mieux que moi, restent dans leur durée, c'est-à-dire dans un moi qui se laisse vivre, un moi qui appréhende la réalité de façon excessivement singulière, et conformer cette durée personnelle, ce temps qui nous appartient, ce temps singulier, ce temps ancien qu'on retrouve, le temps proustien véritablement,
vouloir le réduire à du temps calendaire, à du temps d'horloge, à du temps mathématique, à du temps professionnel, c'est parfois aussi une source de souffrance énorme. Beaucoup de familles, vous le savez, doivent arriver vers vous en disant « oui, mais là, vous forcez à être à ce timing-là, et c'est pas du tout le temps de ma mère, c'est pas du tout le temps de mon père. Mais comment faire autrement ?» Là est la difficulté. La durée, c'est vraiment l'inverse du temps, d'une certaine façon, parce que la durée retient tous les moments passés. Le temps les laisse complètement disparaître. Donc vous voyez qu'il y a deux logiques complètement différentes et il y a une source de souffrance énorme. Je trouve que redonner de la confiance, ça passe aussi par cette subtilité en disant je ne vous dis pas ce qu'il faudrait faire, c'est pas ça le sujet, mais dire on respecte aussi la durée de la personne et on n'est pas sans cesse accaparé par un temps professionnel exigeant parce que rentabilité, efficacité, productivité obligent. Je pense que le sens de l'histoire dans tous les domaines économiques vont vers une individualisation des choses. Si on loupe l'individualisation, si on part de collectif, alors j'ai entendu parler tout à l'heure de parcours de vie. Dans le côté parcours, c'est formidable parce qu'il y a le côté d'étape, on va ouvrir les choses. Néanmoins, il y a aussi le côté un petit peu carcan, c'est-à-dire que tout le monde va suivre un parcours ou des parcours différents, mais on est pris dans quelque chose d'excessivement collectiviste d'une certaine façon, alors que je pense, mais ce ne sont que des hypothèses, que le sens va plutôt, dans tous les secteurs, vers de l'individualisation, vers de la singularisation. Ne pas nier le réel, je vais pas tout faire, mais juste quelques exemples. C'est oser comprendre qu'il n'y a plus aucun sens à la vie. Là, Florence est complètement décomposée. Elle se dit non, mais il ne fallait pas la faire parler parce qu'elle nous plombe complètement l'ambiance. Mais vous allez voir, je commence un peu trash, mais je finirai joyeux. Mais écoutez, non, je pense qu'il n'y a plus aucun sens à la vie. On attend la mort, on attend Godot quand on va et quand on suit les personnes dont on est proche en EHPAD. On n'a plus un sens, c'est-à-dire une extériorité. Je définirai le sens notamment demain. On attend quelque chose d'autre, quelque chose d'extérieur à la vie. On fait ceci pour cela. C'est ça le sens, c'est pour une extériorité. Là, on est là pour être là. Comment remédier à ce tragique-là, qui est inéluctable? L'inéluctabilité de la mort, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est surtout ne pas la nier. Et la seule issue, ça c'est peut-être Montaigne qui l'apprend, ou Camus dans le mythe de Sisyphe, la seule issue, c'est d'agir pour agir. C'est d'être dans un non-sens d'action, c'est-à-dire manger pour manger, dormir pour dormir, et ne pas se préparer la toilette pour passer au goûter, pour passer au dîner, parce que ça n'a aucun sens. Il faut que chaque moment puisse être le meilleur possible, d'une certaine façon. C'est excessivement dire, c'est tout ce que le mythe de Sisyphe incarne, le mythe de Sisyphe de Camus, qui roule sa bosse jusqu'en haut de la montagne, et qui la pierre redévale, et puis il la remonte de façon incessante, continuelle, continue. Et la dernière phrase de mythe de Sisyphe, c'est « il faut imaginer Sisyphe heureux ». Dans cette activité pour l'activité qui est un non-sens, Camus est le penseur du non-sens, de l'absurde. Le seul remède à l'absurde de l'existence ou à l'absurde de la fin de vie, de la mort, autrement dit, c'est d'agir pour agir, d'être dans une activité, dans un mouvement pour un mouvement. Montaigne dit ça aussi, il appelle ça « vivre à propos ». Vivre à propos, c'est vivre complètement l'acte que nous sommes en train de faire, l'activité pour l'activité. Quand je danse, je danse. Quand je marche, je marche. Et je ne me projette plus vers un sens, vers une finalité autre que le mouvement pour le mouvement. Ne pas nier le réel, c'est bien sûr admettre que cette période dont vous vous occupez est une solitude absolue, glaciale, glaçante. Très souvent, on entend aussi, ils font du mieux qu'ils peuvent, les professionnels dans les EHPAD. Encore une fois, ce n'est pas à charge mon discours. Mais votre maman, votre père ne sera pas seul. Bien sûr qu'elle sera seule. On est seul à mourir, on est seul à vieillir, on est seul tout le temps. La solitude, ce n'est pas l'isolement, ce n'est pas la même chose. La solitude, c'est... Hannah Arendt, par exemple, explique très bien cette distinction. La solitude, quand on est seul, on est en dialogue avec soi-même. On est toujours deux, d'une certaine façon. Si je suis seule dans ma chambre, je me parle à moi-même et je ne suis jamais totalement seule. Je suis en dialogue permanent, en dualité permanente avec moi-même. Ce n'est pas du tout le cas de l'isolement, où là, on est seul, on est isolé, on est esseulé. Mais très souvent, dans les EHPAD, si je prends vraiment l'exemple des EHPAD, on essaye de cautériser un peu cette solitude existentielle contre laquelle on ne peut rien par du non-isolement. C'est-à-dire qu'on voit nos personnes âgées à côté, les uns les autres, comme ça, posés, comme des meubles dans une cantine, dans un réfectoire, dans un salon. Et ils sont très seuls. On voit bien qu'il y a très peu, parfois, de communication entre eux.
Alors évidemment, ne pas isoler un être, c'est une chose essentielle et c'est très bien de le faire, mais parfois on se sent plus seul quand on n'est pas isolé. On se sent très seul au milieu d'une foule parfois, parce que c'est très difficile de se récupérer soi-même, de dialoguer avec soi-même quand on est diverti par une foule ou par des personnes à côté. Et c'est parfois aussi ce qui peut se passer, une souffrance impalpable, quand on se dit, bah non, elle n'est pas toute seule, il n'est pas tout seul, il est avec tout le monde. Mais parfois, il y a plus de difficultés à accepter cette solitude quand on n'est pas isolé. Donc ne pas isoler est une chose, bien sûr, nécessaire, mais empêcher la solitude par ce non-isolement en est une autre aussi, et peuvent être source de souffrance et peuvent augmenter aussi au tragique de la réalité qu'est ce moment de vie. Ne pas nier le réel, c'est ne pas nier non plus l'angoisse. C'est un mot qu'on entend très peu. On a entendu peur tout à l'heure, mais ce n'est pas nier l'angoisse de ce moment de vie. L'angoisse, ce n'est pas du tout la peur, c'est même tout le contraire, au sens philosophique. L'angoisse, c'est la peur, enfin, on ne sait pas, on est angoissé d'ailleurs, on le dit dans le langage courant, on est angoissé, c'est-à-dire qu'il y a un vide, il y a un néant qui nous attend, on ne sait pas pourquoi on est angoissé. En revanche, on a peur de choses précises, on dit on a peur de, on est angoissé. Ce n'est pas du tout la même logique, ce n'est pas simplement une différenciation de mots et de vocabulaire. Quand on a peur du serpent, on a peur de l'araignée, on a peur de l'infirmier, on a peur du dentiste, on a peur du médecin, on a peur de la nuit qui arrive, mais on est angoissé. Ne vouloir nier l'angoisse existentielle des personnes qui sont là et des familles qui sont là, ce serait augmenter encore une fois la souffrance en essayant d'abolir le tragique et réduire les peurs. C'est évidemment tout l'enjeu des métiers professionnels. Ne plus avoir peur du dentiste, ça semble être aussi toute une responsabilité que vous avez, ou des médecins, ou des infirmiers, ou de ces EHPAD, mais en aucun cas nier l'angoisse qui est à apprivoiser pour ne pas rajouter un peu de souffrance. Je vais arrêter le tableau noir, mais ne pas nier le réel, c'est aussi oser ne plus rien espérer d'une certaine façon, puisqu'on sait quelle est l'issue. C'est ce qu'on appelle le tragique. Le tragique, c'est quand même, pour ma part, le mot qui définit mieux cette période de vie qu'on appelle bel âge. C'est quand même assez tragique de finir sa vie. Et le tragique, juste en quelques mots, le tragique est reposant d'une certaine façon. Contrairement au drame, quand on est dans un drame, on essaye de s'en sortir. Il y a toujours une issue possible, éventuelle. Dans les comédies dramatiques, on essaye de trouver des solutions, etc. Dans le tragique, dans les tragédies, que ce soit grecques, dans les tragédies de Racine, on est pris comme un rat, si vous voulez. On ne peut pas en sortir. C'est pour ça que dans ces tranches de vie-là, c'est du tragique, c'est pas du drame. On ne peut plus s'en sortir. Et le tragique, en gros, philosophiquement, il y a 4 conditions pour que quelque chose soit tragique. Et vous allez voir à quel point vous êtes dans nous sommes tous, mais vous particulièrement, dans cette phase tragique. C'est pas du tout sinistre, le tragique. C'est pas pessimiste, c'est pas noir, encore une fois. On a peur des mots qui font un peu mal. Le tragique, c'est pas dans le top 10 des mots positifs, bien sûr, mais c'est juste, je pense, et c'est réel, et c'est la réalité de l'existence. La première condition pour que quelque chose soit tragique, c'est qu'il faut une déchirure, un désastre, une cicatrice qui ne se remettent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun happy end possible dans le tragique. Vous prenez toutes les tragédies, les grandes tragédies, il n'y a jamais de happy end. Ce qui se passe en EHPAD, il n'y a pas de happy end non plus, sauf miracle religieux, mais a priori, ça se finit toujours de la même façon. Donc c'est tragique en ce sens-là. Quand on met nos parents, nos familles, quand on va aller nous-mêmes dans les EHPAD, ça va être un moment tragique, on connaît déjà la fin. C'est la non-happy end. La deuxième condition, et là c'est intéressant je trouve pour l'enjeu que vous avez à relever, c'est que pour que ce soit tragique, qu'une situation soit tragique, il faut des deux côtés des forces légitimes. Si je prends juste un cas, quand vous pensez à Antigone, la tragédie par excellence, le frère d'Antigone trahit l'État, le Créon est obligé de sanctionner, bien sûr, le frère d'Antigone, c'est la raison d'État, il n'aura pas de sépulture, c'est la raison d'État, son point de vue est légitime. Le point de vue d'Antigone est à l'opposé, c'est-à-dire que c'est son frère, c'est la loi du cœur qui parle, c'est plus la raison d'État, c'est la loi du cœur, et aucun être humain ne peut pas avoir une sépulture. Le point de vue est également légitime, c'est-à-dire qu'il y a deux forces légitimes qui s'affrontent. Quand on a vu la personne qui a présenté le cas Vincent Imbert, il a dit c'est très massif, il y a autant de oui que de non.
Pourquoi? Parce que c'est une situation tragique, c'est pas surprenant. Il y a des gens qui auront la conviction que la vie est sacrée, on ne peut pas la toucher, d'autres qui auront le point de vue inverse, qu'une vie vécue de telle manière n'est plus digne d'une vie. Les deux sont compréhensibles, encore une fois. C'est ça, c'est tous les problèmes éthiques, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce sont deux points de vue légitimes qui s'affrontent. Et je trouve que pour les EHPAD, vous êtes en plein dans ce tragique-là, au sens tragédie. Pourquoi? Parce que vous avez vos exigences, bien sûr, de métier professionnel, que les gens comprennent très bien. On ne peut pas passer autant de temps sur le parent d'un tel que sur l'autre. Et puis, il y a plein d'exigences de rentabilité, de performance, d'efficacité qu'on comprend très bien. C'est un business pas au sens péjoratif du terme, je veux dire, mais ce sont des entreprises, donc ça doit rouler, ça doit performer. Ça, tout le monde le comprend. Et de l'autre, on peut très bien comprendre le point de vue des familles ou de l'enfant qui met ses enfants-là et qui dit « ça ne sera jamais assez bien pour ma mère, ça ne sera jamais assez bien pour mon père ». Les deux points de vue sont toujours justifiés, justifiables, légitimes. Il n'y a pas de résolution possible, si ce n'est le compromis, donc la frustration, d'une certaine façon. La troisième condition pour que ce soit tragique, c'est de ne pas confondre le tragique et le mal. Et je trouve que dans les critiques qui sont adressées aux EHPAD, notamment à travers les journalistes, etc., très souvent, on confond la tragédie de cette situation et le mal qui peut en être fait. La tragédie, ce n'est pas le mal. Les héros tragiques, ce ne sont jamais les salauds, les criminels qu'on peut punir et bonifier par une sanction. Si le tragique, c'était le mal, ça voudrait dire qu'on pourrait corriger le tragique par une bonification, une punition. C'est impossible. Le tragique, ce n'est absolument pas le mal. Quand je vous ai dit ces deux points de vue légitimes qui s'affrontent, il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de morale dans la tragédie. C'est pour ça que je disais, c'est pas sinistre, le tragique. C'est pas du tout un point de vue négatif sur le monde. D'où la méfiance de Nietzsche, notamment, qui dit finalement la morale est anti-tragique. Quand on moralise vos métiers, c'est là que le danger est énorme et c'est là-dessus, je trouve, qu'il faut jouer. Et souvent, l'approche journalistique, l'approche un peu caricaturale ou verse vers la moralisation, c'est-à-dire au lieu d'affronter le tragique de la situation, on va dire non, mais ils font mal, donc quand même, c'est pas la situation qui est tragique, c'est la façon de faire qui est mauvaise, donc on va les punir, on va les condamner, on va les calomnier, etc. Ça, c'est une erreur, un glissement trop facile à faire. Vous vous occupez du tragique, c'est-à-dire du plus dur de l'existence, et vous ne versez pas, sauf exception bien sûr, dans la mauvaise conduite ou la maltraitance nécessairement. Le parallèle est évidemment à maintenir. Et quatrième condition, je le disais, pour que les choses soient tragiques, le tragique, c'est une fatalité, c'est un destin, il n'y a rien à faire contre. C'est la mort, et c'est pour ça que souvent le tragique, évidemment, se résout par la mort, qui n'est pas qui est plus une incarnation du tragique qu'une condition nécessaire d'une tragédie. C'est l'incarnation du tragique, la mort. C'est une fatalité, c'est un destin qui nous tombe dessus. En somme, si je sais qu'il est temps, en somme, le réel auquel se consacre votre secteur d'activité n'est pas nécessairement, et même pas du tout, mais ce n'est qu'une hypothèse, heureux. Il n'y a plus beaucoup de temps, il n'y a pas beaucoup de sens, c'est un monde d'angoisse et de solitude tragique. Il n'empêche, et c'est toute votre tâche et tout à votre honneur, qu'un peu de joie, d'activité, de durée, j'ai voulu nuancer un peu, sont possibles grâce à vous. Ne pas vouloir dépasser le tragique, c'est ajouter de la souffrance. Prétendre abolir le tragique, c'est illusionner les gens. Tout l'enjeu, c'est de ne pas abolir, on ne peut pas abolir le tragique, mais essayer de le dépasser par des micro-actions, par des micro-sensibilités, des nuances qui font toute la beauté, me semble-t-il, de votre métier, le sens attendu, en tout cas, la grandeur et la beauté de vos fonctions. Merci et à plus tard. Bravo, merci.